Voyez-vous une certaine ressemblance entre la Turquie et l'Inde? En quoi exactement? Eh bien, regardez. Pendant la guerre en Ukraine, on a souvent vu l'Inde, quand elle subissait des pressions, notamment de la part des États-Unis, essayer de ne pas aller à leur rencontre. Parce que l'Inde, en fait, regardez la situation aujourd'hui. Elle importait du pétrole et du gaz d'Iran. Puis les sanctions contre l'Iran sont arrivées et elle a décidé d'arrêter d'en acheter. Ensuite, la Russie est devenue la principale source d'énergie de l'Inde. Puis la guerre en Ukraine a éclaté. Et là encore, l'Inde a essayé de gérer la situation sans jamais s'opposer directement aux États-Unis. Et d'une certaine manière, je vois la Turquie adopter la même attitude dans la région. En fait, oui, si je vous ai demandé de préciser en quoi, c'est parce que j'ai une position différente. Selon moi, en ce qui concerne la Turquie aujourd'hui, sous sa direction actuelle, la Turquie a beaucoup d'options. Elle garde encore ses cartes très près du corps, ce qui n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde, elle, a clairement montré de quel côté de la ligne, de quel côté du monde multipolaire elle se situe. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Inde se tient très clairement aux côtés de l'Amérique et d'Israël. Donc, aucune ambiguïté. Les cartes sont entièrement sur la table. Et c'est seulement parce qu'elle y est obligée que, vous savez, l'Inde a investi environ 350 millions de dollars dans le port iranien de Chabahar, dont à peu près 150 pour l'équipement et 200 pour les infrastructures. Et là, les Américains ont dit, écoutez, vous ne pouvez rien faire, vous ne devez rien avoir à faire avec l'Iran, ni avec le port de Chabahar. Alors les Indiens sont restés silencieux. Et la même chose s'est produite avec les Russes. Parce qu'à chaque fois que l'Inde achète du pétrole à la Russie, eh bien il faut, d'une certaine manière, obtenir une sorte d'autorisation des Américains. Ce qui est vraiment regrettable. Ce sont les Américains qui, publiquement, enfin, ils auraient très bien pu en parler en privé avec les Indiens, mais non, ils le font de manière très publique, comme si l'Inde, un pays d'1,5 milliard d'habitants, était en fait leur État vassal. C'est comme ça qu'ils traitent l'Inde. Donc, je vois beaucoup de différences entre les deux, entre la Turquie et l'Inde. Vous savez, la façon dont ces politiques restent un peu floues. C'est un peu comme ma compréhension de la Turquie dans la région. Mais vous avez mentionné que l'Inde dépend énormément de l'énergie. Et même dans ce domaine, c'est crucial. Je ne vois pas comment ils peuvent se plier aux règles américaines alors qu'ils dépendent de la Russie, qui dépendent de l'énergie. C'est le moteur, tout simplement. Si on prend la Chine, par exemple. Regardez la Chine aujourd'hui. Sans l'énergie qui vient de la Russie ou d'autres pays, que représenterait la Chine? C'est essentiel. Ça fait partie de leur sécurité nationale. C'est pour ça qu'ils entretiennent les meilleures relations avec l'Iran et la Russie, par exemple. Et on ne voit pas ce genre de stratégie du côté de l'Inde. À mon avis, ils font partie du Sud global, à tout point de vue. Mais eux, ils ne veulent pas en faire partie. Ils veulent se rapprocher des États-Unis. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour l'avenir de l'Inde, parce que vous savez, l'Inde, d'après ce que je comprends, a beaucoup souffert sous le colonialisme, sous l'Empire britannique. Cette époque est révolue. Ces jours-là sont derrière nous. Et aujourd'hui, le gouvernement indien, le peuple indien, comprennent très bien ce qui se passe dans le monde actuel. Ce sont des gens extrêmement intelligents, très sérieux dont je parle. Et pourtant, je ne comprends pas leur position, ni cette sorte de mouvement vers les États-Unis. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous, tout d'abord, encore une fois, si je peux donner mon avis là-dessus, il n'y a absolument aucune comparaison possible entre l'Inde et la Chine. Et la raison, c'est que nous savons que nous vivons dans un monde multipolaire, avec 3 grandes puissances. Et la Chine en fait partie, ce qui n'est pas le cas de l'Inde.
Nous l'avons d'ailleurs déjà dit plusieurs fois. Permettez-moi de le répéter, peut-être pour vos téléspectateurs. Une grande puissance, quand je dis qu'il y en a trois, possède trois attributs, et l'Inde ne les a pas. Une grande puissance, c'est un pays capable d'assurer seul sa souveraineté et son intégrité territoriale. La deuxième chose, c'est qu'une grande puissance, c'est un pays qu'aucun autre pays au monde ne peut intimider ni contraindre. Et une grande puissance, c'est aussi un pays capable d'influencer les événements où que ce soit dans le monde. Donc la Chine, c'est une catégorie complètement différente. En plus, la Chine a des gens très intelligents, très compétents. Et regardez la façon dont ils ont géré leur question du pétrole, parce qu'ils en dépendaient énormément. Ils se sont tournés vers les énergies renouvelables. C'est une question de détail, bien sûr, mais on peut continuer à discuter de la manière dont ils ont été stratégiques et des réserves de pétrole qu'ils possèdent. Et puis, ils ont la Russie, et ils n'ont pas à écouter quoi que ce soit venant des Américains, ce qui n'est pas le cas de l'Inde. Voyez encore une fois ce que je veux souligner ici, c'est que si on regarde l'Inde et le Pakistan, du point de vue de l'Inde, c'est un pays bien plus grand, avec un PIB d'environ 4 300 milliards de dollars. Mais le Pakistan, lui, ce qu'il a fait en Asie de l'Ouest, comme on l'a mentionné, donne l'impression qu'aujourd'hui, les Américains dépendent davantage du Pakistan que l'inverse. Parce que le Pakistan est devenu un pivot géopolitique majeur, un partenaire dont les États-Unis ont besoin pour rester connectés, puisque leur zone d'influence s'est réduite en Asie de l'Ouest. Ce n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde, elle, a énormément de potentiel. Si aujourd'hui elle décide de se positionner aux côtés des pays du Sud global, comme vous l'avez justement rappelé, l'Inde est un membre fondateur des BRICS et elle fait aussi partie du groupe RIC, Russie, Inde, Chine. L'Inde pourrait être la voix au sein du groupe RIC du Sud global. Elle pourrait être un partenaire très important, capable d'aider à son propre développement tout en représentant la voix du Sud global. Mais l'Inde a choisi une politique étrangère tournée vers le Nord global et vers son leader, les États-Unis. C'est un choix que le gouvernement indien a fait, et ce n'est pas seulement une question d'énergie. L'Inde a signé énormément d'accords avec les Américains. Il s'agit d'équipements militaires, de technologies, des technologies de la 4e révolution industrielle. Tout a été signé avec les États-Unis. Donc c'est une orientation que l'Inde a décidé de prendre quand on regarde tout ce dans quoi elle s'est engagée avec les Américains. Donc, on pourrait se dire que dans un monde multipolaire, l'Amérique n'est peut-être pas à 12 000 kilomètres de l'Inde, qu'elle est juste là où se trouve la Chine. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le monde entier regarde vers notre région, parce que c'est ici que tout se passe. Le commerce, la croissance économique, la finance, le pouvoir. L'Inde, elle, a choisi de s'allier avec les Américains. Donc on ne peut absolument pas comparer l'Inde à la Chine. Et dans ce contexte, c'est le Pakistan, qu'il faut le reconnaître honnêtement, a accompli quelque chose d'assez remarquable. Bien qu'il soit à l'extérieur de l'Asie du Sud, il fait désormais davantage partie de la région qu'on appelle l'Asie de l'Ouest. Oui. Je pense que le cas du Pakistan, comme vous l'avez justement souligné, est vraiment important. Après la chute d'Imran Khan, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de majeur au Pakistan. Mais avec le temps, il me semble que c'était plutôt une affaire interne, quelque chose qui venait de l'intérieur du pays et moins de l'extérieur. Et quand on regarde le comportement du gouvernement pakistanais, on voit à quel point il est puissant et comment il parvient à rassembler tout le monde dans la région. Quand on voit l'Arabie saoudite se rapprocher de l'Iran, on ne peut pas ignorer le rôle du Pakistan là-dedans. Ils font partie du jeu. Ils savent très bien ce qu'ils font.
Les échanges entre l'Iran et les pays du Conseil de coopération du Golfe, ce sont des mouvements importants, des points stratégiques majeurs en Asie de l'Ouest. Et on a vu deux pays très importants du Golfe, le Qatar et l'Arabie saoudite, participer aux funérailles. À mon avis, c'est un signal fort pour l'Occident, et ça montre à quel point l'Asie de l'Ouest est en train de se redéfinir. Mais on ne peut pas ignorer le rôle du Pakistan dans tout ça. Et je pense qu'on assiste à l'une des stratégies les plus audacieuses du Pakistan depuis des décennies. Alors, quand on parle du Pakistan, est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir? Vous avez mentionné la Turquie. La Turquie est essentielle pour tous ces pays ensemble, parce que si on enlève la Turquie de l'équation, il manque quelque chose en Asie de l'Ouest. Comment voyez-vous les capacités du gouvernement pakistanais, justement, dans sa relation avec la Turquie et dans la manière dont il communique avec le gouvernement turc? Eh bien, c'est vraiment excellent. En fait, quand on examine les relations entre deux pays, l'un des points essentiels à observer, c'est le niveau de coopération militaire entre eux. Et quand on regarde cette coopération, la coproduction d'équipements, de drones et même dans d'autres domaines, elle est très importante entre la Turquie et le Pakistan. Mais il y a quelque chose à propos du Pakistan que je voudrais ajouter. Vous avez mentionné Imran Khan. Vous savez, le Pakistan a toujours été solide sur les questions de sécurité et de politique étrangère. En réalité, si vous me demandez mon avis, si je me place du point de vue pakistanais, ils devraient régler leurs différends avec l'Afghanistan. Parce que c'est, à mon sens, l'un des volets de leur politique étrangère qui mérite d'être clarifié, de leur point de vue. Mais au-delà de ça, je pense que quels que soient les progrès qu'ils réalisent, qu'ils soient géopolitiques ou économiques, il faut les optimiser. Et pour ça, il faut une très bonne gouvernance. Et sur ce point, les Pakistanais n'ont pas vraiment été aussi performants qu'ils pourraient l'être. Je veux dire, s'ils sont si compétents en politique étrangère, en politique de sécurité, alors pourquoi pas en gouvernance? C'est donc un domaine sur lequel ils doivent se pencher, parce que c'est une question interne. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils font beaucoup de progrès, et ils vont en faire encore beaucoup, mais ils devraient pouvoir les utiliser pour améliorer la vie de leur population. Mais je suis sûr qu'il y a des gens au Pakistan qui s'en occupent déjà. Pravin, pensez-vous que dans le cas de la guerre avec les États-Unis, certains rapports indiquant que les États-Unis envoient des armes dans la région changent la donne? D'un point de vue militaire, voyez-vous les États-Unis reprendre la guerre avant les élections de mi-mandat ou peut-être après? Et s'ils décident de le faire, quel serait le résultat, selon vous? Qui serait différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la guerre directe entre l'Iran et les États-Unis? Voyez-vous, ce qui est très clair, c'est que le protocole d'accord a été signé par le président Trump lui-même. Ce que ça veut dire, c'est que, personnellement, le président a pris la responsabilité de mener ce protocole jusqu'à l'accord final. Mais en cours de route, ce qui s'est passé, c'est que, peut-être, c'est l'establishment américain qui pèse maintenant sur le président Trump. Ou alors, le président Trump lui-même a le sentiment d'avoir trop concédé dans ce protocole. Du coup, il commence à douter de l'ensemble du processus. Et c'est pour ça que l'accord final paraît aujourd'hui très difficile à conclure. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je dis que ça semble difficile. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, bien sûr, c'est le protocole d'accord lui-même, le tout premier point de ce protocole, qui stipule qu'il doit y avoir la paix, un cessez-le-feu sur tous les fronts. Alors, quand on parle de ce cessez-le-feu, on sait que le 17 juin, le protocole d'accord a été signé. Et le 26 juin,
il y a eu une autre rencontre, cette fois trilatérale à Washington, entre le gouvernement libanais et les Israéliens, ce qui contredit le protocole d'accord, quoi qu'ils disent. En ce qui concerne les Iraniens, je suis très clair. Ils ne feront aucun compromis sur ce protocole, parce qu'ils ont gagné la guerre. Et puis, il faut aussi se rappeler que, récemment, le commandant du CENTCOM, le général Brad Cooper, a organisé à Bahreïn une conférence de sécurité réunissant 12 pays. Et, pour la première fois, la Syrie et le Liban y étaient invités. Ce qu'ils ont discuté, en gros, c'était la mise en place d'un parapluie de sécurité pour le détroit d'Ormuz. Alors la question ici, c'est qu'en plus de tout ça, il y a un autre point. Parce que si c'est bien de ça qu'ils discutent, on peut se demander s'ils ne vivent pas un peu dans leur propre bulle. Concernant le détroit d'Ormuz et tout le passage maritime, il n'y a absolument aucune chance que les Iraniens fassent la moindre concession là-dessus, ni qu'ils laissent les Américains ou les Occidentaux s'en approcher. Mais du point de vue américain, ils ont organisé cette conférence à Bahreïn. Et cette conférence signifie aussi qu'un des points importants du protocole d'accord, celui qui parle du retrait des troupes américaines à proximité de l'Iran, ne se réalisera pas, puisque désormais, ils ont tous les pays du CCG impliqués et qu'un tel type de conférence est en train d'avoir lieu. Et puis, en plus de tout ça, vous savez aussi que le 1er juillet, le président Trump, enfin on sait que pendant son premier mandat, il avait parlé de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais maintenant, les Israéliens et les Américains ont en fait signé un accord pour construire la capitale à Jérusalem. Ce qui veut dire qu'ils ne se soucient pas de la cause palestinienne, ni des Palestiniens eux-mêmes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a signé le protocole d'accord, mais qu'il semble maintenant revenir en arrière. Mais pour revenir à votre point important, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des rapports indiquant que du matériel est déjà arrivé. Vous voyez, l'essentiel, c'est le matériel et les forces terrestres. Parce que, pour ce qui est des avions, on peut les faire venir très vite. Ça, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez avoir autant d'avions que vous voulez. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les troupes au sol. Donc, quelques renforts sont arrivés et ils ont été déployés dans certains pays du Golfe, comme peut-être le Koweït ou Bahreïn. Ils sont là-bas et du matériel supplémentaire est aussi arrivé, principalement destiné aux opérations terrestres. Voici le point essentiel que je veux souligner. Les Iraniens sont prêts. Et surtout, l'Iran dispose de nombreux objectifs et de plusieurs options militaires, alors que Trump, lui, n'en a aucune. Le simple fait qu'il ait signé ce protocole d'accord montre clairement de quel côté la guerre a été gagnée. Il ne l'a signé que parce qu'à ce moment-là, il savait très bien qu'il n'avait plus d'options militaires. Et c'est ça, la réalité. Donc, venir et continuer à faire la même chose qu'ils font déjà, lancer encore quelques frappes aériennes, ça ne fera qu'aggraver leur position. Vous voyez, en ce qui concerne l'Iran, l'Iran connaît très bien sa géographie. Militairement, le pays est dans une position très solide. Et pour Trump, chaque jour où il reste là-bas, sans respecter ce qu'ils ont signé dans le protocole d'accord, leur statut de grande puissance s'affaiblit. Et surtout, le président Trump a indiqué très clairement dans sa stratégie de sécurité nationale que sa priorité absolue, c'est l'hémisphère occidental. Ils ne pourront pas se concentrer sur l'hémisphère occidental s'ils restent uniquement ici. C'est donc une situation vraiment étrange dans laquelle Trump s'est mis. Il s'est engagé dans la mauvaise guerre, une guerre qu'il a clairement perdue, une guerre où il n'a absolument aucune option militaire, mais dont il ne veut pas sortir pour de nombreuses raisons. Le pétrodollar en est une autre. On peut donc discuter de tous ces points. Quand on regarde les choses du point de vue américain, c'est très clair. Un président des États-Unis ne signerait un tel accord que s'il était convaincu d'avoir perdu la guerre.
s'il n'avait plus aucune option militaire. Et c'est bien la réalité.